Les animaux sont les meilleurs amis de l'homme depuis des temps immémoriaux. Dans l'Égypte antique, ils occupent une place à part. Ils sont vénérés en tant que divinités. C'est un symbole de puissance. Les animaux servent d'intermédiaires entre les hommes et les dieux. À leur mort, ils sont embaumés exactement comme les pharaons. D'innombrables momies animales ont été déposées dans des tombeaux. On sait encore peu de choses sur le rite de momification animale dans l'Égypte antique. Mais des recherches archéologiques sont en cours. Les chercheurs utilisent des techniques de pointe pour examiner des momies de chiens, de chats ou d'autres animaux. Malheureusement, un nombre considérable de momies animales ont été détruites au XIXe siècle. 180 000 momies de chats. Heureusement, il en reste encore des centaines de milliers. Suivez les archéologues sur la piste de ces momies pas comme les autres. Dans la vallée du Nil, les hommes se lèvent tôt, afin de vaquer à leurs occupations avant que le soleil ne soit à son zénith. Les animaux domestiques et les animaux d'élevage accompagnent leur vie quotidienne depuis des millénaires. Dans l'Antiquité, ils ont permis le développement de l'agriculture et l'essor de l'Égypte des pharaons. Aujourd'hui encore, l'Égypte est un pays largement agraire, et les paysans privilégient l'utilisation des animaux à celle des machines, qui sont bien plus coûteuses. Sur les terres fertilisées par les crues du Nil, bêtes et hommes partagent le même destin. Combien de générations d'ânes ont ravitaillé les villages en eau et produits variés? Les Égyptiens ont bâti de vastes temples et palais sur les rives du Nil. Ils vénéraient toute une kyrielle de dieux. La religion occupait une place centrale dans leur société. Le pharaon faisait également l'objet d'un culte. Les premiers archéologues européens qui viennent en Égypte sont fascinés par les divinités à l'apparence animale. Une palette à phare très ancienne représente le roi Narmer en pharaon victorieux et son prisonnier. Au-dessus, un faucon symbolise Horus, le dieu céleste, qui confère son pouvoir au roi. Les dieux égyptiens apparaissent très tôt, vers 4000 ou 5000 avant Jésus-Christ. Donc à une époque où les hommes sont très proches de la nature. Et ils les associent aux animaux auxquels ils sont confrontés. À Hierakonpolis, l'américaine Renée Friedman et son équipe mettent au jour des tombes royales datant du début de l'Égypte pharaonique. C'est unique en Égypte. Ils ont tous été enterrés au milieu de nombreux animaux. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on imagine que les animaux étaient un symbole de pouvoir, de richesse et de domination de l'homme sur la nature. Les pharaons règnent sur l'Égypte durant plus de 3000 ans. Durant toute cette très longue période, hommes et bêtes sont indissociables. Ce lien entre eux assure la sécurité et la prospérité de la société. Quasiment toutes les divinités égyptiennes sont représentées sous la forme d'un animal. Horus a l'apparence d'un faucon guerrier. La vache Hathor est la déesse de l'amour, de la beauté, de la paix et des arts. Et Anubis a une tête de chien ou de chacal. Il guide les défunts au pays des morts. Les cimetières de l'Égypte antique renferment un grand nombre de momies animales. Il y a là tout un bestiaire. Des crocodiles, des chats, des souris, des chiens et même des singes.
On connaît l'existence des momies humaines depuis toujours, mais jusqu'à récemment, peu de gens savaient qu'il y avait aussi des momies animales. Salima Ikram enseigne à l'université américaine du Caire. C'est l'une des plus grandes spécialistes des momies égyptiennes. Avec son équipe, elle tente de momifier une perche du Nil. Elle applique le procédé décrit par l'historien grec Hérodote vers 450 avant notre ère. On commence par plonger la dépouille dans un bain de natron, un carbonate naturel de sodium, afin de la dessécher et prévenir ainsi le développement des bactéries. Puis on l'enduit d'un mélange d'huile pour l'assouplir et empêcher qu'elle ne s'imprègne d'humidité. Dans l'Antiquité, il fallait environ 70 jours pour embaumer un cadavre humain. L'équipe d'archéologues réalise cette momie de perche en quelques heures seulement. Quand on sacrifie un animal emblématique d'un dieu à la demande d'un pèlerin, c'est parce qu'on pense que cet animal est le mieux placé pour intercéder auprès du dieu au nom du pèlerin. La nécropole de Touna el-Gebel est située en Moyenne-Égypte. Elle abrite un nombre astronomique de momies animales. Mélanie Flossmann dirige une équipe de fouilles germano-égyptienne. Je travaille sur le site de Touna el-Gebel depuis 12 ans. On a une belle maison de fouilles au beau milieu du site antique, dans un très beau désert. La nuit, le ciel étoilé est magnifique. On vit sur place avec nos collègues égyptiens. Un puits conduit sous terre. La nécropole était rattachée à un temple, aujourd'hui disparu, qui était consacré à Thoth, le dieu de la lune et du savoir, inventeur de l'écriture hiéroglyphique. Thoth figurait en bonne place dans le panthéon égyptien. On a retrouvé des milliers d'ibis et de babouins inhumés dans ces galeries souterraines. C'étaient les animaux sacrés du dieu. Leurs dépouilles sont conservées dans des urnes de terre cuite. Mélanie Flossmann et un collègue égyptien inspectent ces catacombes pour la première fois depuis le printemps arabe. Lors des troubles, des bandes criminelles ont pillé des tombes anciennes. Sont-elles arrivées jusqu'ici? Les urnes d'ibis sont toujours dans leur position d'origine. Elles s'accumulent encore sur toute la hauteur de la pièce. On les entassait sur plusieurs mètres de haut, du sol jusqu'au plafond. Dans une galerie latérale, quelques urnes sont encore scellées. Il y a 5 momies encore bien enveloppées dans leurs bandelettes de lin. Elles sont en excellent état. Cette urne-là a échappé aux pilleurs de tombes. En 2013, des pillards ont tué les gardes du magasin de fouilles et volé des masques dorés provenant de momies animales. Les murs de la nécropole sont ornés de merveilleuses peintures. Thoth est le principal dieu de la nécropole animale. On reconnaît son visage au bec d'ibis. Thoth est associé à la sagesse et à l'écriture. L'ibis est un oiseau élégant, avec un bec en forme de stylet. Et il est toujours la tête penchée, en train de chercher quelque chose. Donc, on l'associe à la quête de la sagesse. La prudence est de mise dans ces galeries antiques. Les murs s'effondrent et le sol sablonneux cache des trous béants. La galerie principale se ramifie en une multitude de galeries secondaires. C'est un vrai labyrinthe quand on ne connaît pas les lieux. La nécropole est si étendue qu'on n'a pas encore réussi à la cartographier dans sa totalité. Les deux archéologues s'apprêtent à explorer l'une de ces innombrables galeries secondaires.
Tu peux tenir la lampe, s'il te plaît? Je passe la première. L'accès a été dégagé. Mais que vont trouver les archéologues derrière? Il ne faut pas être claustrophobe pour s'aventurer dans cette galerie. Des fragments de roche se détachent régulièrement des parois. Tu peux me passer la lampe, s'il te plaît? C'est une vraie fournaise à l'intérieur. Attention à ta tête. Les galeries s'enfoncent à plusieurs centaines de mètres sous la terre. Il y a des restes de feu. Des pillards ont dû vouloir effacer leurs traces. Les bruits sont assourdis. Et chaque pas soulève une fine poussière de suie, mêlée d'excréments de chauve-souris. On respire péniblement sous les masques de protection. Dans l'Antiquité, les Égyptiens ont déposé des millions d'urnes funéraires dans ces pièces souterraines. Mais aujourd'hui, tout a été saccagé par les pilleurs ou simplement détruit par le temps. Les archéologues escaladent l'amas de débris. On ne peut qu'imaginer la splendeur passée de ces lieux. Imaginez des catacombes qui s'étendent sur des kilomètres. Chaque galerie est remplie de belles urnes avant d'être scellée. Quel témoignage fabuleux pour la postérité. Il se dégage de ce lieu une atmosphère incroyable, étrange et merveilleuse à la fois. C'est vraiment un endroit fascinant. Mélanie Flossmann cherche des momies animales intactes qu'elle pourrait examiner en laboratoire. Ce sont des restes de momies d'oiseaux. C'était peut-être des faucons ou des ibis. À Tuna el-Gebel, on a utilisé deux procédés d'embaumement différents pour les animaux. Au début, on retirait la chair et les muscles. Mais on a aussi momifié des cadavres complets, entiers, avec le plumage. On utilisait des bitumes et diverses huiles et résines pour les embaumer. Et ensuite, on les enveloppait dans des bandelettes de lin. La nécropole de Tuna el-Gebel renferme aussi les tombeaux des prêtres du temple. Leurs chambres funéraires sont ornées de superbes peintures. Ces salles ont déjà été explorées. Les archéologues les mesurent et les photographient aujourd'hui pour en faire une reconstitution en 3 dimensions. C'est un moyen d'immortaliser des lieux qui menacent à chaque instant de s'effondrer et disparaître à jamais. Patrick a encore des mesures à faire. C'est la déesse Nut, qui avale le disque solaire tous les soirs et en accouche le lendemain matin. Le disque solaire parcourt tout son corps. Les Égyptiens cherchaient la protection des dieux au moment de la mort et du périlleux voyage vers l'au-delà. De par leur apparence animale, les divinités étaient capables d'effrayer les forces du mal. Les Égyptiens avaient foi dans le pouvoir protecteur et magique de certains animaux. Ils croyaient en la vie après la mort. Cette croyance a donné lieu à des rites funéraires uniques dans l'histoire du monde. Le premier de ces rites est l'embaumement. Il reste longtemps réservé au pharaon, à sa famille, ainsi qu'à des hauts dignitaires. Il vise à préserver le corps pour que l'âme puisse le réintégrer après la mort et que la vie éternelle soit possible. La momie du pharaon défunt est ensuite déposée sur une barque funéraire. Elle traverse le Nil pour rejoindre la rive occidentale, là où le soleil se couche. Une ultime cérémonie a lieu avant qu'on descende la momie dans son caveau. C'est le rite de l'ouverture de la bouche, conduit en personne par Anubis, le dieu des morts.
Anubis préside ensuite à la pesée du cœur du défunt, autrement dit à son jugement. Il veillera aussi au ravitaillement du mort. Tous les canidés, aussi bien les chiens que les renards ou les chacals, sont associés à Anubis et à Upuaut, les divinités qui ouvrent les voies. Pourquoi ? Parce que ces animaux s'aventurent dans le désert et qu'ils peuvent y survivre. Donc le défunt qui s'apprête à aller dans ces lieux sollicite leur protection. Voilà pourquoi Anubis a cette apparence. D'ailleurs, ce n'est pas juste un chien ou un chacal. C'est la somme de tous les canidés. Il possède le meilleur de chaque espèce. Il possède les pouvoirs de tous les canidés du désert. Jakub Jędrzejewski utilise un algorithme sophistiqué pour convertir les photos de la chambre funéraire en images à 3 dimensions. L'intérêt, c'est que les dimensions de la chambre sont plus claires sans la texture. On voit que l'entrée n'est pas droite. Soit elle a été construite comme cela, soit elle s'est déformée sous l'effet de phénomènes extérieurs. On peut imaginer notamment qu'un séisme a provoqué l'effondrement d'une partie de la chambre au niveau de l'entrée. La modélisation met en évidence l'état préoccupant de la chambre funéraire. Non seulement la nécropole est en piètre état, mais en plus, une partie du mobilier archéologique mis au jour a été détruit lors du printemps arabe. Mélanie Flossmann n'a guère le choix. Si elle veut en savoir plus sur le culte animal, elle doit aller chercher des informations ailleurs. Elle s'en va donc écumer les musées et les archives. Malgré le nombre important de momies et l'existence de catacombes complexes parfois adossées à des temples, on sait étonnamment peu de choses sur le fonctionnement de ce culte. Le musée de Mannheim, en Allemagne, possède des momies animales mises au jour à Tuna el-Gebel il y a plusieurs décennies. À l'époque, l'exportation d'objets archéologiques était autorisée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Sur ces fresques de Tuna el-Gebel, on peut voir le dieu Thoth représenté sous la forme d'un ibis. Il figure aussi sous les traits d'un babouin, un animal censé posséder la langue secrète des dieux. À l'intérieur de la nécropole animale vivaient des babouins. C'étaient des oracles qu'on vénérait et qu'on consultait. Les prêtres descendaient dans la nécropole animale pour y passer la nuit. Pendant leur sommeil, ils recevaient en rêve la réponse à la question qu'ils avaient posée à l'animal sacré. Le lendemain matin, ils remontaient et transmettaient la réponse de l'oracle à la personne qui les avait sollicités. Le musée de Mannheim possède une momie animale tout à fait exceptionnelle par sa taille. Il s'agit d'une gazelle. On s'est aperçu qu'elle était peinte. On voit encore des traces de rouge sur les bandelettes de lin au niveau de la tête. Ça représentait les yeux. On voit encore le pelage qui est très bien conservé, surtout à l'arrière du corps. Les momies de gazelles étaient probablement rares dans l'Antiquité. Il existe également des momies de petits animaux. Certaines sont surprenantes. Voici 2 musaraignes avec 2 sarcophages différents. Ici, l'ouverture se fait par une baguette latérale. Là, c'est par un couvercle surmonté d'une statuette. La momie, c'est ce paquet de bandelettes qu'on voit à l'intérieur. En Égypte comme ailleurs, le roi ou d'autres personnes pouvaient avoir ce qu'on appelle un animal favori. C'était un animal domestique qu'on enterrait avec son maître dans le même tombeau. Dans notre société aussi, l'animal domestique occupe souvent une place à part dans le cœur de son maître.
chats et chiens, surtout, peuvent être les meilleurs amis de l'homme. On pleure leur perte et on souhaite les inhumer. Il existe des pompes funèbres pour animaux. Elles proposent une salle de recueillement dans laquelle on peut dire adieu à son compagnon. Une sépulture ou une crémation permet de garder vivant le souvenir de l'animal favori. Ce crématorium pour animaux fonctionne comme les autres. Il possède les mêmes équipements modernes. Du canari au cheval, il réalise 250 crémations par mois. La crémation d'un animal de taille moyenne dure une vingtaine de minutes. Le technicien recueille soigneusement les restes qui seront ensuite remis au maître de l'animal. Ces pompes funèbres proposent toute une gamme d'urnes aux formes artistiques. Certaines sont vraiment très spéciales. Cette pièce est à part. C'est une boule de cristal faite à la demande avec les cendres de l'animal. Le souffleur de verre introduit les cendres dans la boule. C'est une pièce unique. Les cendres peuvent être conservées au domicile du maître ou déposées dans un cimetière d'animaux. Dans notre société, les funérailles d'animaux renvoient au lien personnel qui existe entre un maître et son animal de compagnie. C'est un acte intime qui relève de la sphère privée, alors que dans l'Égypte antique, cela s'inscrit dans un système religieux. Les momies sont conservées derrière des vitres épaisses, dans des vitrines climatisées qu'il est assez compliqué d'ouvrir. Dans celle-ci se trouve une momie d'oiseau apparemment intacte. Mais les apparences sont trompeuses. L'examen au scanner a révélé que les bandelettes ne renferment pas un oiseau entier. À l'intérieur, il y a un ensemble de différents matériaux, mais pas un squelette complet. L'examen non invasif de cette momie corrobore des soupçons déjà anciens. Et si les momies des temples égyptiens n'étaient qu'une vaste escroquerie? Derrière cela, il y a l'idée que les prêtres et les embaumeurs auraient fait de fausses momies. Ils les auraient ensuite vendues fort cher aux pèlerins qui voulaient faire une offrande votive. Parfois, on trouve des objets qui, de prime abord, ressemblent à une momie de chat ou d'ibis. Mais quand on les ouvre ou qu'on les examine de manière non invasive, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait d'ossements humains ou d'ossements d'une autre espèce animale, voire d'un simple paquet de plumes. On spécule beaucoup sur ces espèces de fausses momies. Pour certains, c'était peut-être une escroquerie montée par les prêtres. On possède les archives d'un prêtre nommé Or, qui était responsable des ibis. Ces archives contiennent de nombreuses plaintes. On lui écrit que les gens des ibis ne s'occupent pas correctement des oiseaux, qu'ils ne les nourrissent pas convenablement, qu'ils lésinent sur l'eau et la nourriture, bref, qu'ils maltraitent les dieux. Jessica Isaac et Mélanie Flossmann cherchent des renseignements sur des tombes endommagées ou détruites à la bibliothèque égyptologique de l'Université de Munich. De 1842 à 1845, l'archéologue allemand Karl Richard Lepsius a conduit une grande expédition en Égypte et en Éthiopie. Ses dessins et ses relevés sont d'une grande précision. Ils constituent une source d'information formidable pour les égyptologues, encore aujourd'hui.
Ce chien à côté du chasseur, c'est un animal domestique? Oui, regarde. Il porte un collier et il mord la queue de l'animal du désert. Dès le début de la civilisation pharaonique, les chiens sont des compagnons importants des hommes. On a trouvé beaucoup de tombes de très jeunes enfants, garçons ou filles, à Tuna el-Gebel. Dans la plupart de ces tombes, une petite momie de chien ou de chat gisait près de la dépouille. Les parents ont sans doute voulu que l'animal de la maison accompagne leur très jeune enfant dans le voyage vers l'au-delà, pour qu'il ne soit pas seul dans cette épreuve. J'aime les chats et je m'intéresse particulièrement aux animaux domestiques dans l'Égypte antique et notamment aux chiens et aux chats. Je m'intéresse moins aux dieux animaux, comme la déesse Bastet à tête de chat, qu'aux animaux de la sphère privée. Comment les chats étaient-ils traités? Que représentaient-ils pour les Égyptiens? Étaient-ce des animaux de compagnie comme dans notre société? Le sujet peut surprendre, mais l'archéologie a élargi son champ d'études à tous les aspects de la vie quotidienne. Les Égyptiens entretenaient-ils des liens étroits avec des animaux de compagnie, comme c'est le cas dans notre société? Il y a le cas particulier du fils d'Amenophis III, le prince Thoutmôsis, qui a emporté sa chatte momifiée avec lui dans son tombeau. La chatte a son propre sarcophage. Cela montre, selon moi, que les liens entre hommes et animaux pouvaient être aussi forts qu'à notre époque. L'Institut central d'histoire de l'art, dont dépend Mélanie Flossmann, est logé dans les anciens locaux du parti nazi à Munich. De nombreuses traces de ce passé accablant sont encore visibles dans les caves du bâtiment. C'est aussi là qu'on conserve un trésor inestimable. Les archives de la première campagne de fouilles menée dans la nécropole animale de Tuna el-Gebel, il y a près d'un siècle. Elles contiennent des plans de fouilles très précis et surtout des centaines de photos. Ce sont des clichés sur plaques de verre. Ils montrent l'état de la nécropole à l'époque, avant les destructions récentes, ainsi que le mobilier mis au jour. L'œil est conservé. Mélanie Flossmann et son collègue Patrick Brose recueillent toute une série de précieux renseignements sur des objets perdus irrémédiablement. Il y a un sarcophage en dessous de la momie. Si on les a photographiés ensemble, est-ce que cela signifie qu'ils font la paire? L'examen de ces archives permet de repérer les endroits les plus intéressants à fouiller. Mélanie Flossmann et son collègue se rendent à une réunion avec chacun un paquet de vieux plans de fouilles sous le bras. Il s'agit d'organiser la prochaine campagne de fouilles. L'équipe s'apprête en effet à repartir sur le terrain. Voici le plan de la nécropole animale aujourd'hui. Les grandes galeries donnent sur des salles du culte des babouins et des ibis déifiés. Notre objectif pour ces prochaines années, c'est de numériser toute une galerie et ses salles pour les rendre accessibles sous forme d'images en 3 dimensions. Naturellement, on espère aussi découvrir d'autres salles du culte des babouins et des ibis. L'équipe de fouilles est de retour en Égypte. Ce jeune homme a découvert par hasard un puits qui mène à un nouveau caveau. L'équipe archéologique est en ébullition. Mélanie Flossmann a changé le programme de fouilles pour donner la priorité à l'exploration de cette tombe. Elle pense qu'elle pourrait abriter la dépouille d'un prêtre de la nécropole animale. Le puits a été débarrassé du sable et des gravats qui l'encombraient. Tout est prêt pour l'exploration de la chambre funéraire. Yacoub, Patrick, vous avez combien de lampes? 2. On vous en envoie 2 autres.
L'équipe emprunte le puits étroit que les anciens Égyptiens ont creusé dans la roche. 10 mètres plus bas, c'est la déception. La chambre est dévastée. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour que tout soit dans cet état dans le caveau. Qui a pu venir là et à quelle époque? Même les momies sont détruites. Pas une seule n'a été épargnée. J'ai vu une jambe à côté d'une tête et une côte avec une vertèbre. Je me demande bien qui a pu venir ici et tout détruire. Je ne pense pas que cela soit arrivé à l'époque copte. Avançons à travers les différentes couches. On verra quand on touche le sol. Le sol est jonché de débris antiques, même si on peine à les voir au premier coup d'œil. Il faut tamiser le sable. Il fait une chaleur accablante et l'air est saturé de poussière. Mais après plusieurs heures de travail dans ces conditions difficiles, l'équipe de fouilles est récompensée de sa peine. Jessica trouve la partie centrale d'un Ushepti, une statuette de terre qui représente un serviteur funéraire. Ces serviteurs devaient remplacer le mort dans les travaux qu'ils pouvaient avoir à effectuer dans l'au-delà. Ainsi, l'élite égyptienne disposait de serviteurs, même dans la mort. Les déblais sont remontés à la surface pour être tamisés une seconde fois. Mustapha trouve une statuette à son tour. Fais voir. Oh, il y a aussi des inscriptions. C'est ton jour de chance, Mustapha. Félicitations. C'est une pièce magnifique. Nous sommes près de la nécropole animale. Donc cette tombe pourrait avoir appartenu à un grand prêtre de Thoth. Mais là, je suis très surprise parce qu'on a le titre d'un scribe, d'un sèche. Je ne peux pas lire les autres hiéroglyphes. Il faudra regarder à la maison de fouilles. Dans la maison de fouilles, l'équipe classe et enregistre le mobilier archéologique. Une pièce pourrait très bien se révéler exceptionnelle ultérieurement. Les Ushepti ont été saccagés par les pilleurs de tombes. L'inscription dit que c'est un sèche, un scribe. Jessica et El Shaima tentent de reconstituer les statuettes brisées à partir des débris épars. Les inscriptions qu'elles portent livrent des renseignements sur l'origine du défunt et la fonction qu'il occupait. C'est super! Regarde comme elle est belle! Il faut qu'on le dise à Mélanie. Il y a des inscriptions. Quelle belle couleur. Oui, c'est un beau bleu. Tu as raison. On peut éventuellement trouver la partie manquante? Tout à fait. Voilà un bleu. Trouvé. On a un couple? Super. Appelons-les Anton et Antonina. Avez-vous déjà regardé la deuxième chambre aujourd'hui? Les archéologues ont découvert une seconde salle. Ce calcaire blanc, ça pourrait être le couvercle d'un sarcophage. Tout est détruit, exactement comme dans la première salle. Mais avec un peu de chance, c'est aussi une chambre funéraire. Dans l'Antiquité, les Égyptiens inhument leurs morts dans les montagnes de la rive occidentale du Nil. Les riches se font tailler une chambre funéraire dans la roche, tandis que les pauvres sont enterrés dans le sable. Les ouvriers et les artisans qui réalisent les tombeaux sont très habiles. Ils peignent des fresques représentant des scènes de la vie quotidienne du défunt, ainsi que des formules magiques. Le mort est censé connaître une nouvelle vie dans la mort. Et il a des besoins similaires à ceux des vivants. La quête de la vie éternelle semble avoir obsédé l'Égypte antique. On s'efforçait de l'atteindre par la momification et les autres rites funéraires. Mais pourquoi a-t-on édifié d'immenses nécropoles animales? La question n'est pas encore totalement éclaircie. Mélanie Flossman a été invitée au Muséum de Manchester.
Lydia McKnight est spécialiste des momies animales. Manchester est à la pointe de la recherche dans ce domaine. Quand on passe ce crocodile au scanner, on voit une fracture crânienne. On pense que c'est la cause de la mort parce que la voûte crânienne est totalement détruite. Le coup a été porté avec un objet contondant. Mais il est possible que ça ait fait partie d'un rite de magie pratiqué après la mort. Peut-être pour empêcher le crocodile de revenir à la vie. Beaucoup d'animaux momifiés n'ont pas connu une fin paisible. Certains ont été frappés à la tête, d'autres ont été étranglés. Les chiots et les chatons ont été séparés très jeunes de leur mère et ils sont morts peut-être empoisonnés. Mais la mort de ces animaux s'inscrivait dans le cadre d'un sacrifice. Donc l'animal cessait d'être un chien ou un chat ordinaire pour devenir une entité divine. Voici quelques trésors du muséum de Manchester. Le muséum conserve une importante collection de momies égyptiennes dans des salles climatisées. L'une des toutes premières radiographies de momies animales a été réalisée ici, à Manchester, en 1896. Aujourd'hui, le muséum continue d'employer des techniques non invasives pour examiner les momies. Ces tiroirs regorgent d'animaux embaumés. Une momie de faucon recouverte d'or. Elle est belle, hein? Magnifique. Voici une très belle momie de chat provenant de Beni Hassan. Il y a 2 fausses oreilles très bien faites et 2 petits boutons pour les yeux. On a vraiment voulu faire une poupée chat. Y a-t-il une tête à l'intérieur? Non, il n'y a que du lin. Voici un autre chat de Beni Hassan. Il est arrivé sur les docks de Liverpool en 1890. Il faisait partie d'un très gros envoi. Liverpool est l'un des grands ports anglais. Les bâtiments portuaires historiques évoquent l'époque glorieuse où l'Empire britannique régnait sur les océans du monde. Les cargaisons de produits coloniaux étaient alors débarquées sur les docks, puis expédiées dans toute l'Angleterre par voie fluviale. Une cargaison des plus inhabituelles est arrivée ici en 1890. Il s'agissait de 180 000 momies de chats en provenance du site de Beni Hassan. Ces momies avaient sans doute servi de ballast pour lester le navire au départ d'Égypte. À l'arrivée, on les a vendues à des paysans comme engrais. Fort heureusement, des conservateurs du muséum ont pu se glisser parmi les acheteurs. C'est ainsi que le muséum s'est retrouvé propriétaire d'un certain nombre de précieuses momies de chats. La presse a amplement commenté l'arrivée de cette cargaison de momies animales dans le port de Liverpool. Voici une caricature qui se moque des peurs que ces momies ont suscitées chez certains contemporains. Les ossements sont riches en phosphore et en calcaire. Cela explique qu'au XIXe siècle, on ait eu l'idée de broyer des momies, animales ou humaines, pour engraisser les sols. Une pratique qui nous semblerait scandaleuse de nos jours. Retour au muséum de Manchester. Sa conservatrice dévoile un autre trésor. Au scanner, on voit que la dépouille est un peu avachie, mais elle est encore là, à l'intérieur. Voici la radiographie.
Il y a une momie complète de chat à l'intérieur. La vue latérale permet de voir que la statuette est creuse. C'est un sarcophage. Les embaumeurs ont déposé la momie à l'intérieur. Avez-vous aussi des fausses momies à me montrer? Oui, absolument. C'est l'une de nos momies les plus étonnantes. C'est un crocodile. En apparence, oui. On pourrait croire qu'il s'agit d'un crocodile, mais en fait, à l'intérieur, il y a des fragments provenant de 8 crocodiles. 8. Oui, il y a 4 crânes alignés, plus 4 minuscules juvéniles placés tout autour de ces crânes. Un au-dessus, un en dessous et un de chaque côté. Quel âge avaient ces crocodiles environ? Les crânes provenaient d'individus âgés de quelques mois, pas plus. Les tout petits crocodiles venaient à peine d'éclore. Ils sont vraiment minuscules. La baguette qu'on voit ici est à l'intérieur de la fausse tête. La tête est fausse. C'est juste du lin. Exactement. Les crânes commencent là. Ils sont placés les uns derrière les autres jusqu'au bout. Et les nouveau-nés sont placés tout autour. On prend une partie de l'animal pour représenter le tout. On ne peut pas toujours avoir un aigle entier ou un faucon ou un autre animal. Quand on veut faire beaucoup de momies, on coupe les cadavres en plusieurs fragments qu'on enveloppe individuellement. Ensuite, quand on dira les prières, ces fragments prendront vie. À l'automne, Mélanie Flossmann et son équipe entament une nouvelle campagne de fouilles sur le haut plateau qui surplombe la nécropole animale. Nous espérons trouver de nouveaux éléments, en particulier des archives de prêtres qui nous renseigneraient sur les personnes qui vivaient dans ce village. Les archéologues suivent un chemin vieux de plusieurs millénaires. De nombreux bâtiments s'élevaient autrefois au sommet de cette butte. On gravissait la butte en procession solennelle, au milieu des fumées d'encens et au son de la musique, pour rejoindre un temple. Voici le temple principal du village. On l'a mis au jour lors de la dernière campagne qu'on a menée. Il est tourné vers le temple de la nécropole. Les deux forment un axe. Or, quand deux temples sont tournés l'un vers l'autre, c'est généralement qu'il y a un lien religieux entre eux. La nécropole animale de Touna El Gebel fait partie de la nécropole de la ville d'Hermopolis Magna, comme l'appelaient les Grecs, ou Kéménou pour les anciens Égyptiens. C'était le siège d'une division administrative de la Haute-Égypte. C'était aussi un important centre religieux consacré à Thoth, le dieu scribe. Hermopolis était construite sur le Nil. Une fois par an, une grande procession en l'honneur de Thoth quittait la ville en direction des montagnes. Elle empruntait une voie processionnelle grandiose qui faisait 130 mètres de large par endroit. Une foule de pèlerins se pressait sur son passage. On devait célébrer des fêtes dans les temples tous les 2 mois ou plus. Les pèlerins qui venaient à cette occasion achetaient sans doute des momies animales ainsi que des offrandes votives. Les prêtres consacraient ces momies lors d'une grande cérémonie. 2 fois par an ou peut-être plus, ils rassemblaient les momies consacrées et allaient les inhumer dans les catacombes, dans une galerie qu'ils scellaient ensuite. Jadis, ce complexe abritait un temple et un petit village. Nous espérons trouver de nombreuses inscriptions qui nous donnent des noms et des professions, pour mieux comprendre comment était organisé le culte des animaux sacrés à Touna El Gebel. À la lisière du village, dans un dépôt d'ordures, les archéologues trouvent des os de gazelle. Ce sont les reliefs d'un repas. Cette découverte indique que dans l'Antiquité, une savane peuplée de gibier s'étendait ici, en lieu et place du désert.
La sécheresse extrême de la région a permis la conservation de matériaux fragiles, notamment des papyrus, qui retiennent toute l'attention de l'équipe. Vous avez trouvé des papyrus aujourd'hui? Oui, Super. Fais voir. On peut encore lire une inscription en grec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de grec. On a différents documents. C'est vraiment super. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui? Il y a ces branches de palmier qui étaient liées par des cordes de chanvre. Il y en a encore une ici. Là, on a des fragments de stuc de différentes couleurs, avec probablement des grappes de raisin blanc et noir peintes dessus. C'est la première fois qu'on met au jour ce genre de toit. Même au village de prêtres, en bas, aucune maison n'avait ça. On sait de plus en plus de choses sur le quotidien des habitants de Touna El Gebel. Ils vivaient dans des maisons dotées d'une cour, d'étables et d'entrepôts. Des meules à grains et des fours permettaient de faire du pain. Un temple dédié à Thoth s'élevait au centre du village. En Haute-Égypte, à Nagada, on fabriquait déjà des céramiques il y a 5000 ans. De nos jours, les grands ateliers de poterie de la ville utilisent le limon du Nil pour façonner des urnes aux formes venues de la nuit des temps. Leurs fours aussi paraissent archaïques. Les momies animales de Touna El Gebel ont été inhumées dans des urnes de ce type. Il y avait du personnel chargé de prendre soin des oiseaux et de les nourrir. Il y avait des embaumeurs. Il devait y avoir toute une administration pour gérer le culte. Si les fouilles livrent quelques textes supplémentaires, on pourra mieux comprendre l'univers fascinant du culte animal. Les archéologues cherchent des inscriptions dans toute la région de Touna El Gebel. Leurs efforts sont récompensés puisqu'ils en trouvent notamment dans des endroits reculés. Ces inscriptions très abîmées sont difficiles à lire. Mais Mélanie Flossmann est optimiste. La modélisation 3D permettra de les déchiffrer. Ça marche la modélisation? On voit une ligne rouge ici. Oui, je la vois. Et en dessous, on voit une inscription en démotique. La campagne de cette année est terminée. Mélanie Flossmann est rentrée à Munich. Elle rapporte avec elle des images en 3D des chambres funéraires et des fragments de texte mis au jour. Elle espère que ces modélisations permettront d'en savoir plus sur le personnel de la nécropole animale et ses rapports aux momies. Mélanie Flossmann confie l'étude des Ushepti à un spécialiste. Les inscriptions qui ornent ces statuettes fournissent des renseignements sur la profession du défunt. Ce qui est remarquable dans cet Ushepti, c'est son titre sur la première ligne. Il nous révèle que le défunt était le chef des scribes du district. Or, nous savons que ces scribes étaient responsables, entre autres, de l'enregistrement de l'impôt sur les récoltes. C'est vraiment remarquable qu'un haut fonctionnaire des finances de la région se fasse inhumer juste à côté de la nécropole animale. D'après Mélanie Flossmann, ce court texte suggère un lien étroit entre l'administration des finances et la nécropole animale. Il ne dit pas si les prêtres ont fait faire des milliers de fausses momies pour s'enrichir. En revanche, il semble indiquer que l'embaumement des animaux servait à remplir les caisses. Elle n'avait donc rien à voir avec l'attachement des Égyptiens aux animaux.
Ce n'est pas parce qu'on rendait un culte à des animaux qu'on les traitait bien. Cette idée est complètement fausse. Néanmoins, les hommes de l'Antiquité prenaient peut-être davantage soin du bétail qu'on ne le fait aujourd'hui. Ils savaient que c'était la base de leur propre subsistance. Certains textes nous disent qu'ils nourrissaient bien leurs ânes, par exemple. De nombreuses traditions antiques subsistent encore en Égypte. On prend soin des ânes les jours de fête, par exemple. On les orne des mêmes signes magiques que ceux portés par les animaux sacrés dans l'Antiquité. Les bêtes occupaient une place de choix dans l'Égypte antique. Les dieux étaient représentés sous la forme d'un animal: chat, chien, vache, oiseau ou encore crocodile. Chaque animal avait le pouvoir de transmettre les prières des hommes à sa divinité tutélaire. Pour cette raison, on le vénérait et on le sacrifiait pour mieux le momifier. Dans la vallée du Nil, les hommes de l'Antiquité entretenaient avec le monde animal des liens étroits, qui se prolongeaient au-delà de la mort, jusque dans la vie éternelle.